Alors cette vidéo est la suite de la vidéo froid 331, donc pack 02, remplacement de 2 détendeurs Sportline OZ2 25 et 35 et un compresseur scroll de 160 kg. Alors dans cette partie là de la vidéo, je vais finir les brasures que l'on ne peut pas faire sans miroir. Une fois que les brasures vont être terminées avec le collègue, on va placer des bouchons sur les tuyauteries de refoulement et d'aspiration des deux compresseurs pour pouvoir mettre le circuit sous pression d'azote pour être sûr qu'il n'y a pas de fuite au niveau des détendeurs. Et après, on va placer les deux compresseurs, mais avant de placer le compresseur de gauche, donc celui-là que l'on récupère, on va le vider de son huile. Quand les brasures vont être faites, on va mettre tout ça sous pression d'azote de la nuit. Après, bien sûr, on va raccorder électriquement les deux compresseurs, changer la résistance de carter du compresseur de droite, résistance qui est morte. Une fois que l'étanchéité va être validée, on va changer la cartouche du fil déshydrateur et on va mettre une cartouche burn-out. Donc c'est une cartouche anti-acide. Après, on va tirer au vide. Pendant la phase de tirage au vide, on va remettre de l'huile dans le compresseur de gauche. Une fois que tout ça sera terminé, je vais remettre la charge en fluide, donc avec du fluide neuf dans la pompe à chaleur. Et je vais le faire par le biais de la station de récupération. Donc on le verra plus tard ça. Pourquoi j'utilise la station de récupération pour faire ça? De plus, pour remettre la charge, je vais avoir différents problèmes, comme par exemple le problème de remplissage de la pompe à chaleur en eau, parce que le froid a éclaté la canalisation de remplissage, ainsi que la petite pièce en plastique qu'il y a sous le limiteur de pression. Et lorsque je vais mettre les pompes en marche forcée pour faire le remplissage en fluide frigorigène de l'installation, je vais me rendre compte que les deux pompes ont leurs roues qui sont bloquées dans la glace. Et donc après tout ça, après avoir fait la recharge de fuite au détecteur, je mets la pompe à chaleur en marche. Rappel important, obligation réglementaire, code de l'environnement. Pour intervenir sur un circuit frigorifique, il faut que l'entreprise soit titulaire de l'attestation de capacité et que l'intervenant soit titulaire de l'attestation à la manipulation des fluides frigorigènes. Le port des équipements de protection individuelle est nécessaire pour intervenir sur le circuit électrique et frigorifique. Le troisième jour. Donc là, je sais pas si on va le voir là. Il me reste la brasure à faire là derrière. Donc là derrière on peut pas le faire il faut le faire au miroir parce qu'on voit pas derrière. Donc bon voilà, donc je vais essayer de faire ça. Et puis voilà. Donc là j'ai le collègue qui est parti chercher de l'eau pour foutre de la flotte partout, pour tout arroser. Donc là j'ai mis le miroir, mais je crois que je vais l'enlever pour pas le mouiller. Et une fois que tout ça sera mouillé, je vais essayer de le braser. Donc là moi je le vois bien là. Je pense que sur la vidéo, je sais pas si ça se verra. Ouais, là on le voit, ouais. On voit que derrière c'est pas brasé. Donc une fois que ça sera brasé, ça. Ici là on a les bouchons là, sauf là on a un coude parce qu'il n'y a plus de bouchons et on va bouchonner tout ça. Puis voilà. Bouchonner tout ça pour faire un test sous azote. Bien, juste pour information, je pense qu'on aura fini de mettre les bouchons, on n'aura pas assez d'acétylène pour brasser les compresseurs. J'espère qu'on aura assez pour faire les bouchons. Donc là ce que je vais faire, donc là j'ai mis un miroir parce que là je vais brasser derrière, donc je vais faire comme ça là. Donc là j'ai la buse malléable là, comme ça. Donc en principe je devrais pouvoir chauffer tout ce côté là et ça devrait le faire. Et après on mettra les bouchons. On va mettre sur nitron en bas, on fera la recherche de fuite. Sous nitron 10 bars, on fera la recherche de fuite. Et après, sous azote à 30 bars. Donc là, il fait froid, il fait -2. Donc là, j'espère que ça va s'allumer. Donc là, on a une buse malléable 200. Il aurait fallu... Putain, je suis en train de me cramer là. On va essayer de faire avec ça, on verra bien. Pardon. Merde, je sais pas. J'ai l'angle trop il me faut des gants cuir, ça me crame les doigts. Prends les miens. Non mais j'ai les miens. Ça, on voit rien. Hein.
Parce que là tu vois j'ai la main comme ça et le flux il me brûle là. Ouais, parce qu'il faut pas que le flux ouais comme ça, ouais, on va essayer ça. Quand t'arrives pas à mettre ta baguette sans te cramer la main en fait. Voilà. Déjà la flamme, j'aime pas quand la flamme elle a une sale gueule comme ça là. Putain, mais ça me paraît gros ça. Ah mais ça passe, je regarde. Non mais les bouchons là. Ouais, bon ça passe, non c'est bon, ça passe. L'autre baguette elle est où là? Donc là nous on est débutants donc c'est vrai qu'on bouffe la citienne et les bases d'argent en voiture, voilà quoi. Voilà, ça commence. Voilà, voilà, bien. J'ai du mal à braser avec ma baguette et le tenir le chalumeau, putain. Putain, si j'arrive à le braser sans flûte, celui-là, je suis content là. Voilà, c'est pas mal là. Là on est bien. Là. Ouais, parce que... Elle est où la baguette là? Elle est là. Voilà. T'es à l'intérieur du coup de là? Ouais. T'es en voiture? Ah ouais, j'y suis là. Tu vois la grosse goutte d'argent là? Il y a la goutte en bas là, c'est bon signe. Ouais, mais la goutte, je m'en fous un peu là. Non mais laisse-la, on s'en branle. Ah ouais, non mais attends, j'essaie de passer là bien dedans là. Non. Tu vois ce que je veux dire là? Ça rentrer par capillarité là. Voilà. Putain. Bon, on va voir le petit miroir là. Tu vois, et là, je l'avais jamais fait, mais la grosse difficulté, c'est qu'à un moment donné, avec ton bras droit, tu dois déplacer le chalumeau d'un sens. Le problème, c'est que la baguette, tu dois la déplacer dans un autre sens. Faut être batteur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, ouais, voilà, il faut être batteur. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, le cerveau, t'as un court-circuit là. Donc là, avec mon beau miroir, regarde, c'est pas dégueu là. C'est pas dégueu, ça manquerait juste un petit chanfrein là. Attends. Ouais, là il faut que je chanfreine un peu là. Ouais, juste un petit coup de chanfrein ici là, c'est bon. Donc là je l'ai brasé, hein, donc là bon écoute, là je vois que tout, j'ai fait le tour, j'ai chargé comme un gros porc, donc ça a l'air d'être beau. Là la goutte, je vais la laisser parce qu'à chaque fois de chauffer, j'ai peur de niquer le cuir. À force de chauffer. Donc là on va être les bouchons. Et avant d'aller bouffer, on va foutre sous azote et putain, j'espère que il n'y aura pas de fuite quoi, parce que c'est vrai que braser avec le miroir c'est chaud quoi. Il faut pratiquer putain.
Donc là on peut voir la brasure du fil déshydrateur, en tout cas donc l'arrière. Bon, la brasure est pas très jolie, mais bon là comme j'ai déjà dit, là c'est la première fois que je brase comme ça, dans ces conditions là. Et donc là mon objectif c'est pas tant l'esthétisme, c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Et puis d'avancer dans le travail. Sachant que l'objectif, eh bien, c'est que la prochaine fois c'est de faire des brasures plus esthétiques. Donc ça c'est un axe d'amélioration sur lequel je dois travailler. Donc pareil pour les brasures des détendeurs. On peut voir qu'à certains endroits de la brasure a coulé. Ce n'est pas très esthétique, mais là c'est pareil. Là mon objectif c'est que il n'y ait pas de fuite et que, bien sûr, je n'ai pas bouché les égalisations externes. Donc ça c'est pareil, c'est un axe d'amélioration pour la prochaine intervention, d'essayer de faire des brasures esthétiques. Mais là le souci que j'ai eu, d'ailleurs je le dis dans la vidéo, c'est qu'au bout d'un moment, bon je chauffe et bon, je vois que le cordon est pas trop mal, ça a l'air d'être étanche, c'est bien rentré, donc j'arrête de chauffer parce que j'ai peur d'endommager les détendeurs. Donc à noter, bon là je me suis fait un petit peu avoir, hein. J'ai fait ça avec une buse malléable de 100, mais c'est pas assez gros. Donc là pour le fil déshydrateur et pour les détendeurs, bon ça s'est pas trop mal passé, mais après pour l'aspiration du compresseur, là en 1 pouce 5/8, que l'on verra plus tard, ça a été beaucoup plus difficile à braser. Donc là il faudrait au minimum une buse de 200, buse malléable voire de 300, sachant que la buse classique du chalumeau que j'utilise c'est une buse de 400. Donc à noter aussi que sur le détendeur de droite qui est le détendeur froid, on avait pu voir que sur les détendeurs d'origine, sur le détendeur d'origine en bas sur le coude il y avait un piquage. Donc avec une queue shredder. Et là on peut voir que j'en ai pas mis. Alors pourquoi j'en ai pas mis? Parce que il y a deux méthodes pour mettre une queue shredder, donc pour faire un piquage sur une tuyauterie d'un assez gros diamètre, hein, parce que sur les petites tuyauteries, les petits diamètres, on va mettre un T. Là c'est pas possible. Moi je n'ai jamais fait de piquage sur ce type de section là. Donc soit on prend un fourré, on perce, mais ça il fallait le faire avant de braser pour éviter de mettre des coupeaux à l'intérieur du circuit frigorifique. Et donc je l'ai pas fait parce que je n'avais pas de visseuse pour travailler ni de forêt, donc ça a été vite vu. Et après il y a l'autre méthode, donc c'est au chalumeau. Donc il y en a qui savent bien le faire. On chauffe très fort au chalumeau sur l'endroit où on veut mettre le piquage, le cuivre fond, ça fait un trou, et donc après on peut braser son piquage. Donc ça c'est une opération délicate à faire, je l'ai jamais fait. Donc là je ne l'ai pas fait parce que je n'avais qu'un seul coude, et donc ça c'est un truc qui nécessite un certain entraînement. Donc voilà, donc là je l'ai pas mis. Je pense que ce piquage là sert à contrôler le bon fonctionnement des clapets anti-retour. Bon voilà, il y a d'autres manières de contrôler le fonctionnement des clapets anti-retour par le biais des températures. Donc voilà, je pense que ça sert à ça. S'ils l'ont mis, c'est que obligatoirement il doit servir à quelque chose, il doit avoir une fonction. Donc voilà, donc là je n'en ai pas mis. Donc ce piquage shredder en bas de l'échangeur à plaque peut aussi servir donc à mesurer les pertes de charge de l'échangeur à plaque, donc la delta P, parce que en sortie d'échangeur à plaque en haut il y a aussi une prise shredder. Donc là encore un axe d'amélioration à travailler. Là je l'ai bien vu sur cette intervention là, c'est très important de savoir faire des piquages, ou en tout cas être capable de percer une grosse tuyauterie pour y mettre un shredder, donc pour faire une prise de pression, comme on a pu le voir sur les aspirations des compresseurs, mais j'en parlerai plus tard. Donc avant de remonter les compresseurs, je vais m'assurer que ce que j'ai fait sur le détendeur et le fil déshydrateur, c'est-à-dire les brasures, qu'elles soient bien étanches. Donc pour ça, je vais mettre des bouchons. C'est mon collègue qui va mettre les bouchons parce que bon, il a envie de braser lui aussi, hein, il a envie de s'entraîner, car comme il est débutant, comme moi, il a envie de pratiquer. Donc là, on va mettre des bouchons, après mettre sous pression d'azote pour valider l'étanchéité des brasures sur le détendeur et sur le fil déshydrateur avant de continuer l'opération. Donc là j'ai l'apprenti, il a pas suivi les conseils que je lui ai donnés. Et si j'essaye d'aller sur, mais jamais trop. Faut que tu aies plus d'acétylène, comme ça pète pas. Voilà. C'est toujours le truc. Lorsque l'on brase ou on voit un soudeur bosser, on croit que toujours c'est facile, mais en réalité non. Parce que ça se joue à peu. Donc là comme on n'a pas de bouchon, là le but c'est de le pincer, ça il va chauffer, il va pincer. Donc là je pense qu'il doit pouvoir commencer à pincer là. Donc là il le pince. Donc là on fait un bouchon artisanal. Ah, c'est comme ça que tu le pinces toi? Ok. Comment?
pas venu comme il faut, j'aurais aimé que ça soit en face. Ah bah après, voilà, c'est qu'un bouchon. Hein. Après, tu fais un cordon de brasure là, un cordon de brasure autour, et puis voilà, il faut que ça tienne jusqu'à 30 bars, 35 bars, puis voilà quoi. Voilà, super. Donc tu vois, tu mets d'abord l'acétylène assez bien, et après tu mets un peu d'oxygène, et après ça va pas faire de fumée noire. T'as pas mis assez d'acétylène. Tu vois? D'après que les corbeaux là, ce qu'on appelle les machins noirs là, c'est cancérigène. Un peu de brasure, hein. Parce que là, bon, sa flamme, elle est pas super, mais bon. Là, on l'a vu, t'es rentré alors. Voilà, c'est le but. La théorie, c'est de chauffer au rouge sombre et après, par capillarité, envoyer la baguette. Parce que sinon, on peut abîmer le cuir, on peut le percer et là on est mal. Ouais, faut que tu chauffes avant le manchon là. Des capins, hein. Ouais, mais il faut mettre les deux en même temps. Non, oui. Ah, vas-y, fais comme t'as appris. Mais chauffe surtout la double pièce, là où il y a le plus d'épaisseur. C'est ça qu'il faut chauffer, parce que ça c'est plus long à chauffer. Parce qu'après l'autre, ça va tout seul l'autre. Encore là on a de la chance, c'est des grosses sections, donc c'est beaucoup plus gaillard. Et souvent les mecs ils posent une goutte de baguette. Et après, une fois que la baguette se liquéfie, c'est que tu as atteint le point de fusion. Pour voir, tu vois. Il pose une goutte comme ça, là, mise un coup de chalumeau dessus. Et quand tu as atteint le point de fusion, tu vois, là tu l'as atteint le point de fusion, parce qu'elles fond. Ouais, parce que j'ai chauffé dessus. Alors, tu vois, on brasse pas de la même manière. Hein. On a la pression. C'est du, s'en fout, c'est du calot. Voilà, parce que là il n'est pas question de monter les compresseurs. Là il a du mal. Il veut monter les compresseurs sans faire un test d'étanchéité. Bon, je crois que c'est moi qui vais brasser les compresseurs. En tout cas. Parce que là il me fait peur. Il me fait peur. Donc là le collègue il m'a fait une blague là. Il a fait une grosse fuite sur le manchon. Donc c'est pour ça que j'ai pas essayé de brasser les tendeurs parce que je le sentais pas quoi. Donc là qu'est-ce qu'on va faire là? Ben là on est niqué là. Donc là on va contrôler les autres manchons. Donc là vu comment j'ai chargé et tout là il n'y a pas l'air d'avoir de fuite. On
en tout cas là on voit là, au niveau de mes détendeurs il n'y a pas de fuite là. Par contre j'ai pas vu derrière. Donc là j'ai bien travaillé là. Hein, j'ai bien travaillé, je vais avoir une médaille. Donc là on va prendre ça. Et là malheureusement il va falloir vider pour finir le... J'espère qu'on aura assez d'acétylène, putain. Donc là on voit les détendeurs quand même, ils ont un peu rougi quoi. Toi là le problème de ce produit là, est-ce que tu peux mettre du produit là sur le côté, celui-là la mousse là. C'est pas vraiment de la mousse ce bordel là. Parce que là ouais mais faut que tu te mettes faut que t'en mettes derrière là. C'est hyper liquide. Ouais, c'est hyper liquide, c'est de la merde, voilà. C'est de la merde parce que ça reste pas là et ça a l'air d'être bon. Vas-y sur le filtre d'en haut là, sur le Daisy là. Voilà. Oh là 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 là. La mission suicide quoi. Donc ça c'est des astuces à savoir hein. Donc là on voit que c'est pas très esthétique, mais ce qui est important là quand on fait ça là, c'est pas l'esthétisme, surtout quand on est débutant, c'est qu'il n'y ait pas de fuite. Donc là les détendeurs quand même ils ont pris un peu de noir hein. J'espère qu'on les a bien protégés. Voilà, parce que là imagine là, si tu dois changer le train thermostatique là, tu fais comment là? La clé, il faut que tu passes la clé pile poil ici, et qu'il y en a un qui se mette ici, sachant que là après tu as les deux compresseurs là. T'imagines un peu le truc de malade mental que c'est? Donc là les anciens on va les démonter quand on va enlever les bulbes, là, on l'a pas fait. On va les démonter pour voir comment c'est foutu, s'il y a des joints ou pas, on sait jamais. Pour notre expérience pour notre expérience professionnelle c'est très intéressant, parce que là on a gagné en expérience professionnelle là. Toi là, maintenant quand après tu retournes sur du petit, après tu rigoles quand t'as fait du gros. Donc là est-ce qu'on voit sur le côté là? Attends. Alors on verra dans la vidéo d'après l'autopsie des détendeurs, on verra comment c'est fait à l'intérieur. Alors comme j'ai trouvé une fuite sur un bouchon, donc après avoir fait le tour, eh bien je vais vider l'azote pour pouvoir rebraser le bouchon pour que le circuit soit étanche. Malheureusement, donc on fait l'opération, je remets de l'azote, donc à noter quelque chose de très important, avec des bouteilles de 2 mètres cubes d'azote. Pour monter à 30 bars, il faut 3 bouteilles de 2 mètres cubes. Alors il faut autant d'azote parce que sur une pompe à chaleur, on a une bouteille anti-coude liquide et on a aussi un réservoir liquide. Et donc ces récipients-là font un certain volume et il faut les remplir. Alors que souvent lorsque l'on fait ce genre d'opération sur un groupe d'eau glacée, par exemple sur un circuit de 300 kW, eh bien avec une bouteille d'azote, on monte facilement, on monte aux alentours de 30 bars parce qu'il n'y a pas de bouteille anti-coude liquide, il n'y a pas de réservoir liquide sur cette pompe à chaleur. Donc voilà, c'est des petites bouteilles parce qu'il faut les monter sur la terrasse à la corde, donc voilà, déjà c'est pas évident à monter. Et donc malheureusement je retrouve une fuite, donc pas sur le bouchon, donc c'était le bouchon de gauche au refoulement, donc c'est-à-dire donc là où il y avait la fuite. Là on est sur le bouchon, donc sur le compresseur de droite, sur l'aspiration. Alors c'est une fuite qui se trouve à un endroit inattendu, c'est-à-dire sur la tuyauterie cuivre en elle-même. Parce que... Donc ça veut dire que si on rentre pas jusqu'à là, il va falloir... Non mais je pense que le compresseur Est-ce qu'on a un feutre là? Est-ce que tu as un truc de... Là on voit la fuite, elle est là sur le cuivre ici là. Donc si le compresseur rentre pas jusqu'au bout là on est mal. Non, on a une fuite là. Alors soit ça a été pour ça qu'il faut pas trop chauffer là. Ouais, moi je valide là. Ouais, je valide. Ouais, il faut que là la fuite elle est là. T'as un truc pour essuyer là? Non? Voilà, ça, c'est bon, il faut rentrer jusqu'à là. La fuite elle est là. on voit il y a un petit pic là. Ouais, mais tu vois là le problème qu'il y a, c'est pour ça qu'il faut, à force de chauffer, ça fragilise le cuivre, et soit c'est la fuite elle y était déjà avant, parce que là on a l'aspiration du compresseur. Là on le voit bien là. Donc là si on rentre pas jusqu'à là,
Ouais, mais le compresseur, tu le bouges pas comme ça. Après, ce qu'il faut, c'est... Ouais, non, ce que je veux dire, c'est il va falloir mettre les... Il va falloir bien gratter la toile émeurie. Là, ça va être chiant, ça va être long. Et après, rentrer les deux compresseurs, quoi. Mettre les compresseurs en position, tout rentrer, et puis voilà, quoi. Non, mais on était obligé de... tester les fuites, là. Parce que là, la charge, elle est de 30 kg. Là, au moins, on est sûr, là. Ce qui fait chier, c'est que demain, ça va bouger, quoi. Donc là, tant qu'on est à 30 bars, je vais regarder les détendeurs. Voilà, et les détendeurs, ça pisse pas. Ça pisse pas. Là, il faut en profiter, là. Parce que là, ça pousse dur, là. Ah ouais, ça pisse pas, putain, ça pisse. Là, Je sais pas si c'était comme ça. C'était comme ça ou c'est toi qui l'as chauffé comme ça? Je sais pas. Ça, c'était déjà comme ça. Ah, tu vois, c'est pour ça. C'est pas regarde les autres, ils sont pas ça veut dire que ça a été chauffé, mais au rouge. Il y a qu'ici que ça pisse. Regarde les autres, ils sont pas chauffés comme ça. Pour ça, il faut... La chauffe, c'est là où tu vois que la chauffe, c'est super important. Si tu chauffes trop, t'es au rouge. Tu fragilises le cuivre et là, regarde, il est poreux, là, il est mort. Mais après, si ça rentre dans le compresseur, on s'en fout, quoi. Parce que là, avec l'argent, on va en foutre partout. Et ça va à être la bon. limite, si le recoupe la peine un peu, Non, pas forcément. Le but, c'est déjà de rentrer le compresseur à fond, quoi. Il va rentrer suffisamment. Mais il n'y aura pas le choix. Hein. Parce que la brasure, elle s'est arrêtée par là. Auparavant, tu vois le reste, là. Eh ben, c'est bon. Si ça arrête là, c'est bon. Ouais, ça va. Ouais, il faut le rentrer jusqu'à là. Putain, je suis con, là. J'ai enlevé le... En gros, il faut dépasser le... Ouais, la brasure, là. Voilà. Là, c'est un bon repère, là. Putain, mon il refaire le tube, là. Ouais, mais si tu coupes juste un tout petit bout pour le rentrer plus, t'as pas besoin de manchon. Ah oui, je sais ce que tu veux dire. Non, exactement, oui. Tu sais, juste Oui. à la scie, à la limite. Non, mais j'ai le coupe-tube. Il est assez gros. Ouais, et j'ai un gros coupe-tube que je me suis fait acheter. Putain, fait chier, là, bordel. Les détendeurs pissent pas, quoi. C'est le tube qui pisse à côté, quoi. Donc tu vois que là où il y a la flèche, là où il y a le point, il y a la fuite. Et tu vois que juste sur la gauche, le cuivre a une couleur différente. Il est rouge clair. Donc lorsqu'on nous donne les bases, lorsque l'on apprend à braser, on nous dit que, alors théoriquement, lorsque l'on chauffe au-delà d'une certaine température, c'est-à-dire au rouge clair, au rouge vif, c'est-à-dire lorsqu'on s'approche des 1000 degrés, on fragilise le cuivre. Même si ça ne se voit pas, le cuivre peut devenir poreux. Donc là, je pense que c'est ce qui s'est passé, parce qu'on voit clairement qu'il y a une grosse différence de couleur par rapport au côté gauche et au côté droit du cuivre. Et ici, là, donc le compresseur de droite a déjà été changé une fois, donc c'est la deuxième intervention. Alors je ne sais pas si c'est le collègue en débrasant ou en rebrasant qui a fait ça, je m'en souviens plus du tout, parce que le cuivre lorsqu'il refroidit, donc sa couleur change, hein, on le voit sur le bouchon, il a différentes couleurs, mais on voit que sur le bouchon il n'est pas de couleur rouge vif, quoi, rouge clair. Donc voilà, donc là le cuivre est fragilisé, donc il va falloir trouver le moyen de boucher ce trou ou de le supprimer. Après, comme on peut le voir, donc c'est une section, donc le diamètre du tuyau est de 1 pouce 5/8. Donc suivant la configuration, le mieux c'est de refaire cette partie là de la tuyauterie, mais là il faut, comme on a pu le voir dans la vidéo, sur les photos juste avant, on voit que ça a été cintré à la cintreuse, et là après il faut vraiment du matériel spécifique, du matériel de tuyauteur, que bien sûr je n'ai pas. Alors c'est pour cela que lorsque l'on brase, il est très important de contrôler sa chauffe, et si donc là ça a été le cas, si on perd le contrôle de sa chauffe, et bien une fois que le mal est fait, c'est trop tard, on ne peut plus revenir en arrière. Le cuivre est fragilisé, c'est définitif. Donc là on arrive en fin de journée, donc j'ai repéré une petite fuite sur l'aspiration du compresseur droite sur le tuyau cuivre. Donc mes bouteilles d'azote sont vides, ma bouteille d'acétylène est vide, donc là je vais descendre mes 2 bouteilles d'azote et ma bouteille d'acétylène. Je vais le faire à la corde, donc c'est une opération qui est dangereuse, parce que comme on peut le voir, comme on le verra dans la vidéo juste après, il faut faire un nœud. Donc si le nœud se défait, et bien les bouteilles se cassent la gueule.
Donc quand il y a ce type d'opération là en cours, il faut bien sûr ne jamais rester en dessous. Là où c'est encore plus dangereux, c'est lorsque les bouteilles sont pleines, parce que là encore à la limite si elles tombent, elles sont vides, mais si elles tombent pleines, les bouteilles d'azote sont chargées à 200 bars, donc voilà. C'est très dangereux. Donc dans les entreprises, actuellement c'est comme ça que l'on travaille, dans beaucoup d'entreprises. Le mieux aurait été de prendre une nacelle, mettre dans la nacelle et de faire ça d'une manière plus sécuritaire. Bon, voilà. Donc à noter qu'une bouteille d'azote vide ou pleine, à moins d'avoir vraiment l'habitude, au niveau du poids on le ressent pas. Parce que la tare de la bouteille, c'est-à-dire le poil de la bouteille, je crois fait 20 kg. Bon, ça dépend des bouteilles. Par exemple, entre l'azote et le nitron, on voit que la bouteille nitron est beaucoup plus lourde. Et la charge, la masse de gaz qui est à l'intérieur n'est que de quelques kilos. Donc une bouteille vide, une bouteille pleine, on gagne que quelques kilos. Ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on la porte, lorsqu'on la jauge pour savoir le poids qu'elle fait, ça ne se ressent pas vraiment. Une bouteille vide, une bouteille pleine, c'est pratiquement la même chose au niveau du poids. Voilà, je dis ça parce que lorsqu'on est débutant, on prend la bouteille d'azote, elle est super lourde, on croit qu'elle est pleine, mais en réalité elle est vide. Et à noter qu'une bouteille d'azote pleine, il y a toujours son petit bouchon blanc devant. Si le bouchon blanc n'y est plus, ça veut dire que quelqu'un l'a utilisé et qu'elle est peut-être vide. Je dis ça bien sûr parce que je me suis fait avoir une fois, donc c'est con de monter sur une terrasse une bouteille vide. Je rajoute aussi, je l'ai fait une fois, d'ailleurs je te le déconseille fortement. Je me suis déjà amusé à monter une bouteille d'azote à la main par le biais de l'échelle à crinoline, et c'est le meilleur moyen de te défoncer le coude, de faire une tendinite, et voilà, c'est super lourd, c'est super dangereux. D'ailleurs je l'ai fait aussi avec une bouteille de fluide frigorigène pleine, donc ça doit faire dans les 35 kilos, à bout de bras. L'échelle à crinoline c'est hyper dangereux, donc je te le déconseille fortement si tu veux pas te niquer le coude, et puis si tu veux pas avoir un accident, parce que ce qui est rigolo dans ces moments là, on te dit bah vas-y démerde-toi, monte les bouteilles sur le toit, puis si jamais il y a un accident, bah, on dira bah, pourquoi t'as monté les bouteilles sur le toit par l'échelle à crinoline, donc c'est l'échelle que tu vois sur la photo là à gauche là. Il fallait nous dire de où les nacelles, blablabla, blablabla. Bon, c'est toujours comme ça que ça se passe en entreprise, tant qu'il n'y a pas d'accident, on ferme les yeux. Voilà, en tout cas si t'es débutant, tu verras par toi-même. Les conditions de travail, suivant l'endroit où tu bosses, c'est pas ça. Le 4e jour. Alors le 4e jour, donc le matin, avec le collègue, je vais chercher chez le fournisseur de l'acétylène et de l'azote que l'on va monter sur le toit. Parce que là, donc ce jour-là, on va monter les 2 compresseurs, donc c'est l'objectif de la journée, et les mettre sous azote toute la nuit. Pour après, donc le 5e jour, le vendredi, faire le tirage au vide, mettre la charge et mettre en marche la pompe à chaleur. Voilà, parce que le client veut absolument que la machine reparte vendredi, alors que moi j'aurais fait une mise sous pression d'azote tout le week-end pour être sûr à 100% qu'il n'y ait pas de fuite. Ces compresseurs font chacun 160 kg. Et il y a une fuite, hein? Il y a une fuite là. Mais oui, il y a une fuite. Donc tu vois, il y a une micro-fuite, pourtant on est ouvert sur les shredders. Là-bas c'est ouvert là-bas. Mais il y avait une fuite. Là. Non mais il y a toujours la fuite. Et tu vois que bon, on n'a pas, je sais même pas si on a perdu. Combien j'avais dit combien on était hier? Et si on était monté pratiquement à 30 bars. Hein. Ouais, on a perdu. La fuite elle est là-bas là. La fuite c'est là. Voilà, là c'est trop rougi là, donc c'est poreux, donc là on va mettre. Putain, il a gelé le truc. J'en ai dans mon sac. T'as un dans ton sac, bon ok c'est bon, allez zou, je prends. Avant d'attaquer on va boire un petit café, on va purger. Voilà. Voilà, donc là je purge l'azote. Et voilà. Donc là je vais enlever les. Ça y est, j'ai vidé l'azote, là je vais enlever les shredders. Et là on va débraser les bouchons pour mettre pour pouvoir mettre le compresseur cet après-midi. Voilà, il faut enlever aussi les détendeurs, ça on le fera aussi cet après-midi. Donc là on a enlevé les bouchons, là on va faire du grattage. Ah ouais, t'as vu là? Là il faudrait pratiquement couper, mettre un manchon et remettre un tube neuf là. Moi j'aurais coupé comme ça là pour pouvoir entrer plus. Ah ouais, mais après on peut pas parce que ça c'est rigide. Ouais, mais t'as quand même un minimum quoi. Oui, mais tu vois par rapport à l'angle, parce qu'il faut que les deux rentrent, on verra ce que ça dit. Au pire ici c'est la BP, là je mettrai, je boucherai ici à l'argent. Parce qu'après ce qu'il faut faire c'est est-ce que les manchons ils sont énormes là?
Bon, on va voir comment ça se présente. On va mettre ça en position, on verra bien. Parce que ça, moi, je suis pas capable de l'en faire à ces pièces-là. Là. Il faut le tube, il faut cintrer, il faut l'outillage qui va. Parce que là, le mieux, c'est de carrément refaire tout le tube, là. Mais ça sera en phase 2, ça. Faut pas déconner. Non, mais là, on peut pas le faire, on a pas ce qu'il faut. Mais si jamais, en principe, à l'argent, ça devrait le faire. Là où il y a le point ici, il y aurait la fuite qu'on a vu hier à 30 bars. Donc là, j'ai mesuré 91 mm de là à ici. D'après le truc, là, ici, là, on rentre de 26 mm. Donc là, je vais enlever cette partie-là. Là, je vais essayer d'enlever ça au coupe-tube. Comme ça, quand on va rentrer jusqu'à ici, là. Et la fuite, elle est ici, avec l'argent et tout, ça devrait le faire. Donc là, je vais couper ça avec ça. Parce que là, sinon, il faudrait mettre un manchon, là. Et remettre du tube neuf, mais ça c'est du 1 pouce 5/8e, si j'ai pas de conneries, et là j'en ai pas du tube. Parce qu'après il y avait la technique, on met ici, là, jusqu'à là, et après on bouche à l'argent, mais bon c'est un peu tendu. Donc couper la petite partie là au coupe-tube, bon c'est impossible hein, pour la simple et bonne raison, c'est parce que il y a donc de la brasure et que pour pouvoir couper ce coupe-tube, il faut que les rouleaux soient bien posés sur le tube. Donc là c'est pas possible. Donc là j'ai coupé ça à la scie à métaux. J'ai enlevé les copeaux avec mon doigt là à l'intérieur du tuyau. Donc après comme je l'ai dit, bon j'aurais pu essayer ça, c'est couper la partie qui a coupé là au niveau de la fuite. Comme j'avais un manchon, mettre un manchon. Le seul souci là que j'avais là, c'est ce shredder là. Donc j'aurais pu couper ce shredder pour enfoncer mon manchon donc jusque là et après remettre le bout de cuivre sain. Mais le souci qu'il y a, c'est qu'il aurait fallu faire un piquage. Et là, franchement, moi, les piquages, j'en ai jamais fait. Et donc, bien sûr, je prends pas le risque d'en faire un. Il aurait fallu faire un piquage sur la partie, on va dire, montante de la tuyauterie. Mais là, bon, comme je l'ai jamais fait, je prends pas le risque de tenter un piquage et de le rater. Là, ça aurait été la catastrophe. Donc je vais partir sur la solution, je vais couper un petit centimètre à la scie à métaux et puis je vais essayer de rentrer tout ça dans l'aspiration du compresseur et charger à mort à l'argent. C'est-à-dire faire une bonne surcouche d'argent pour qu'il n'y ait aucun risque de fuite. Donc voilà un autre axe d'amélioration, je crois que je l'ai dit en plus, apprendre à faire des piquages sur des grosses sections. Là on le voit, c'est important de savoir faire ça parce que sinon eh ben, on peut être bloqué. Donc là j'ai coupé le petit bout là, donc j'ai fait la scie à métaux, j'avais pas le choix parce que coupe-tube avec l'argent là, bon, c'est impossible de couper droit. Il aurait fallu couper ici, mais là après il m'aurait fallu du tube ou 1 pouce 1/8e, mais j'en ai pas. Donc écoute, moi j'ai fait comme ça. Hein? Donc là maintenant on va essayer de remettre les compresseurs, ça va être galère. C'est une grosse galère à faire, mais bon. Voilà, et puis voilà. Les détendeurs, je les enlèverai plus tard. Ils viennent pas ceux-là. Voilà, les bulles ils sont derrière. Bon, pour le moment c'est pas la priorité. La priorité c'est rebraser les compresseurs pour pouvoir remettre tout ça sous azote. Sachant que là on entend il y a de l'eau qui coule, j'ai l'arrivée d'eau de la PAC qui vient de péter avec le gel. Donc avant de remonter les compresseurs, donc celui-là de droite c'est le neuf, celui-là de gauche c'est l'ancien. Donc sur celui-là de gauche, l'ancien, on va vidanger l'huile. Donc pour ça on va utiliser une pompe de vidange, hein, ça ressemble à une seringue. Donc en bas du compresseur il y a le voyant, donc c'est là où on raccorde l'égalisation d'huile entre les deux compresseurs. Et bien avec une seringue, donc ça ressemble à une seringue, ben, on aspire l'huile, on le met dans un récipient. Donc on vidange toute l'huile avant de braser les deux compresseurs. Le but c'est de mettre de l'huile neuve sur le compresseur de gauche. Comme sur le compresseur de droite il y a de l'huile neuve. Pour mettre en place les deux compresseurs on nettoie et donc après je vais braser donc l'aspiration et le refoulement de chacun des deux compresseurs. Bien sûr je remets la tuyauterie d'égalisation d'huile entre les deux compresseurs. Donc là les deux brasures sont faites. Elles sont pas top mais bon. Là c'est bon. Là aussi c'est bon, donc là il faut que je pousse un peu l'azote voir s'il y a des fuites. Hein. Puis voilà quoi. Donc là on fait la recherche de fuite avec ce produit de merde là qui coule là. Là je suis à 20 bars, là il fait -3 dehors, je suis à ma deuxième bouteille d'azote. Je peux pas monter à plus de 20 bars, putain. Tu vois rien toi? Non,
courante. Hein. Bon, écoute, ça m'a l'air d'être bon. Ici, là. Ici, tu vois rien? Tout ça. Là, derrière le refoulement, là. Refoulement compresseur. Moi, devant, je vois rien du tout, là. D'où l'intérêt de bien charger les brasures à fond. Vas-y, là. Arrose, là. Donc là, j'arrose doucement. Tu vois derrière un truc? Ouais, non. Ça a l'air d'être bon. Là, moi je vois pas de fuite, alors que c'est ici le plus sensible parce que j'en ai chié là, mais j'ai tellement chargé à l'argent que là, à chaque fois je mettais pratiquement 2 baguettes quoi. Chargé comme un gros porc là. Ah oui, là, le coin sensible là, le coin de la mort là, il est ici le coin de la mort là. Ouais, important. Là il y a le coin de la mort qui tue là, c'est là où on avait une fuite là, j'ai coupé. Mais tu sais le truc. Mais avec la couche d'argent que j'ai mis, putain si ça fuit mon gars. On t'a blindé là. Ouais bah à 30 € la brasure, quasiment j'ai foutu 2 baguettes alors j'ai envie de te dire, moi j'y vais. Là, le but c'est que ça marche. Après le prix c'est pas mon problème. T'as fait au cuivre là. Ah putain mon... T'as pas assez de... Comment je vais le serrer ça, putain de ta race. Il est gelé quoi. Il est gelé le truc. J'ai le décapeur thermique mais j'ai pas de jus là. J'ai une fuite là toujours là? Ouais. Ouais j'ai une fuite. Bah écoute je vais prendre la pression, on va le débrancher. Et à la pince une petite fuite là, doucement là. Ah ouais t'as raison. Fait. Ouais vas-y, tu l'as? Attends, attention au miroir. Voilà, parce que ça c'est une bouteille d'azote de 2 mètres cubes. Donc là on avait fait température négative. La dernière fois avec 2 bouteilles de 2 mètres cubes. J'avais chargé à 30 bars cette machine. Et là on est à 20 bars. Impossible de monter à plus de 20 bars. Donc là le collègue il va serrer. Il n'y a pas le choix là. Tu vois ça gèle tellement il fait froid putain. Et l'idée d'intervenir l'hiver sur une pompe à chaleur. Et voilà, super. C'est bon là? Ouais vas-y lâche. Tu vois un truc là? Il n'y a pas l'air d'avoir de fuite, c'est bon. Et là tu peux faire la même chose sur le BP là? Parce que là c'est vrai qu'avec le froid là je... Vas-y lâche. Ok, donc là ce qu'on va faire là, on va relever la pression. Regarde le mano il est gelé, tout est gelé. Donc là on est à 15, 16, 17, 18, 19 bars sur la BP là. Sur les manos on met un coup là. Hein? On met un coup sur les manos. Ah non, ils sont neufs. Je marquais 19 bars sur mon... Tu veux que je mette une marque? Non, c'est un coup de 1000 bulles. Ah ouais. 1000 bulles. Putain, le froid, ça... Je pense que l'azote s'évapore, se liquéfie, et c'est pour ça qu'on perd de la pression. Mais après, je vais fermer ici, là. Donc 19 bars, je ferme ici, là. Je ferme là. Putain, si demain, ça n'a pas bougé, ou très peu, champagne, comme on dit. Voilà, et demain matin, tirage au vide. Mais est-ce qu'on peut tirer au vide lorsqu'il fait -5? En principe, non. Donc le but du tirage au vide, c'est de descendre en dessous d'une certaine pression qui permet donc l'évaporation de l'eau qui serait à l'état liquide dans le circuit frigorifique. Donc cette eau passe à l'état vapeur et puis elle est évacuée par la pompe à vide à l'extérieur. Donc là on voit qu'à 0 degré, il faut descendre à 6,1 millibars absolu. Donc ce qui est très bas. Donc on voit qu'avec des températures négatives, le tirage au vide est quasiment impossible parce qu'il faut une très bonne pompe à vide. Donc l'installation va être chargée à l'azote toute la nuit. Je vais contrôler que la pression reste stable. Après je vais donc chasser l'azote, je vais tirer au vide. Je vais après casser le vide à l'azote. Je vais changer la cartouche, je vais mettre une cartouche burn-out, donc un filtre anti-acide. Et après je vais retirer au vide. Pendant le tirage au vide, je vais faire le complément d'huile des 2 compresseurs. Donc complément d'huile qui va se faire par dépression. Pendant le tirage au vide, je vais aussi en profiter pour recabler électriquement les 2 compresseurs, remettre les résistances de carter, et aussi, je ne l'avais pas fait avec mon collègue, on va mettre les 2 bulbes, le bulbe du détendeur chaud et le bulbe du détendeur froid sur les canalisations. On va aussi en profiter pour remettre du calorifuge sur les tuyauteries aspiration. Donc à noter que pour mettre la charge fluide frigorigène dans la machine, il faut que la pompe tourne. Donc ça on le verra après, les pompes étaient un peu prises en glace, et bien sûr il faut remplir le circuit en eau
d'eau et la canalisation d'eau de remplissage avait en un endroit éclaté par la glace et ça c'est mon collègue qui l'a réparé. Et une fois que le tirage de vide sera fini, je vais charger l'installation en fluide frigorigène. Donc la charge en azote pour le contrôle d'étanchéité se fait le jeudi soir, donc le vendredi matin je contrôle qu'il n'y a pas eu de fuite et donc après le tirage au vide se fait le vendredi matin. Le tirage au vide dure 4-5 heures, donc je trouve que c'est pas très long. Donc pour contrôler mon niveau d'huile, j'ai un vacuomètre à aiguille mais il a pas l'air d'être précis, donc je tire au vide un peu à l'arrache dans le sens où je sais pas vraiment à combien je suis descendu au niveau du vide. Je n'ai pas de vacuomètre numérique à ma disposition, mais le client veut absolument que sa pompe à chaleur redémarre donc en fin d'après-midi, le vendredi après-midi pour que le week-end elle tourne. Donc voilà, après le tirage au vide, je mets la charge en fluide frigorigène le 5e jour. Donc là tu vois là, hier on était à 19 bars, là il fait moins 4 donc il fait encore plus froid. On est 15, 16, 17, 18, on est à 18 bars. Mano fermé, alors je sais pas si mon mano est étanche. Et là jour. Là jour. Et là on voit que la magie est opérée. Et on a de l'azote. C'est bon ça. On a de l'azote. Avant que les shredders soient bouchés. On va dévisser ici là. Voilà. Donc. Oui non mais j'ai pas ouvert encore. J'ai pas ouvert les manos. Bon ben écoute, on a bien travaillé. Regarde. Regarde. T'es resté plus de 14 heures sous azote. Voilà. C'est bien assez étanche. Donc là, on va boire un petit coup là, pour fêter ça. On va boire un café là, parce que là, c'est pas gagné là. C'est dommage qu'on n'a pas pu mettre 10 barres de plus. D'ailleurs, je suis curieux de savoir si... Regarde, ouais, là, il n'y a plus rien, Donc là, on va tirer de rallonge. On va... Ben là, il fait au moins 4, on va commencer à tirer au vide le bordel là. Après, moi, je vais raccorder électriquement là. Après il y a les bulbes à mettre en haut là. D'ailleurs on a oublié l'escabeau là pour monter au-dessus de ça là. Donc on peut le faire avec le vieux compresseur. Et là les sondes, bon je pense qu'elles sont encore bonnes mais on peut les changer. Mais ça encore ça sera fait en début d'après-midi, c'est pas grave. Donc allez on va boire un café et on va tirer la première allonge. Bon c'est étanche, c'est super. Donc à noter, là je me rends compte avec l'expérience là, lorsque l'on fait des relevés de pression pour être sûr qu'on n'ait pas de fuite sur le circuit frigorifique, il vaut mieux utiliser des manos électroniques, car avec les manos électroniques on a une précision au centième de barre, ce qui n'est pas le cas avec les manos à aiguille, c'est pas du tout précis, et les micro-fuites on peut ne pas les voir, hein. J'ai déjà vu un cas sur des VRV, sur une micro-fuite on perdait quelques centièmes de barre toutes les heures, donc avec un mano électronique on voyait la chute mais très lente, alors qu'avec un mano aiguille c'est impossible à voir. Deuxièmement, lorsque l'on a mis l'azote, il faut attendre que l'azote se retrouve à la température de la machine, donc à la température de l'ambiance, et une fois que l'azote est à la température de l'ambiance, on relève la température et on relève la pression. Donc dans l'équation des gaz parfaits, on peut sortir la loi de Charles. Donc la loi de Charles, c'est la pression sur la température, donc lorsqu'on divise les deux, ça fait un coefficient. Donc l'idée c'est de relever, donc je vais prendre mon cas là, le jeudi soir, la pression et la température de l'installation, donc la pression de l'azote que je convertis en pression absolue et la température de l'azote, donc de l'ambiance, que je convertis en degrés Kelvin. Et le lendemain matin, donc le vendredi matin, je vais relever la pression que je relève au mano, donc toujours en pression absolue, et la température en degrés Kelvin. Lorsque je vais diviser donc les pressions et températures que j'ai trouvées le jeudi soir, je vais avoir un coefficient, et lorsque je vais diviser la pression et la température que j'ai trouvé le vendredi matin, je vais avoir un autre coefficient. Si les deux coefficients sont égaux, eh bien ça signifie qu'il n'y a pas de fuite, et s'il y a une trop grosse différence entre les deux coefficients, ben ça veut dire qu'il y a une fuite. D'où l'intérêt d'avoir des manos électroniques. Donc lorsque je parle de coefficient, hein, c'est la valeur numérique de la division entre la pression et la température. D'ailleurs j'ai fait une vidéo sur le sujet, c'est froid 156, loi de Charles appliquée au froid, contrôle étanchéité sous azote. Donc tu marques ça sur le moteur de recherche de YouTube ou voire même de Google, tu marques froid 156 si tu vas tomber dessus directement. Donc moi ici je ne l'ai pas fait, donc relever la température. Donc ce que j'ai fait par contre, c'est le jeudi soir, j'ai isolé mon mano des prises shredder, donc du circuit frigorifique de l'installation, en fermant les vannes quart de tour des flexibles. Donc j'ai bien relevé la valeur. Donc la valeur, on la voit sur cette photo, elle est de 19 bars.
donc 19 bars en pression relative. Et le lendemain matin, donc on voit que mes manos sont à 18 bars, d'accord. Donc comme les vannes de service sont fermées, donc si le mano est étanche, donc je ne devrais pas perdre de fluide. Donc le mano est neuf, donc c'est un mano premier prix, hein, mais il a que 2-3 jours de fonctionnement, donc il est tout neuf. Donc je me dis que il est étanche. Et donc ce que je regarde de très près, c'est que lorsque je vais ouvrir les 20 quarts de tour des flexibles, je vais voir si la pression monte ou chute. Et on remarquera que lorsque donc j'ouvre les 20 quarts de tour, l'aiguille ne bouge pas, donc j'en déduis qu'il n'y a pas de fuite. C'est-à-dire qu'on reste à 18 bars. La veille, on était à 19 bars. Donc on constate qu'il y a une différence de pression de 1 bar. Donc j'en déduis que c'est par rapport à la température. Donc je l'avais fait le jeudi soir, et bien le vendredi matin, il fait la température est beaucoup plus basse. D'où la petite chute de pression. Donc l'idéal aurait été de monter à 30 bars, mais bon, j'avais plus d'azote. Donc 2 bouteilles de 2 mètres cubes, je montais à 20 bars, il m'aurait fallu une 3e bouteille d'azote pour monter à 30 bars. Donc à noter, là je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps sur plusieurs interventions. Si tu dois t'acheter un manifold, donc des manos, bah achète-toi des manos numériques qui sont beaucoup plus précis que les manos aiguilles. Donc ce qui est très utile lorsque l'on veut constater qu'il n'y a pas de fuite sur un circuit frigorifique lorsqu'on l'a mis sous pression d'azote. Et surtout achète-toi un manifold 4 voies. Là celui-là qui est sur la photo c'est un manifold 2 voies. Donc 4 voies parce que c'est vrai que au début je pensais que le 4 voies ça ne servait pas à grand chose. En tout cas quand tu vois mes vidéos en froid commercial, j'utilise un manifold 2 voies et je peux faire toutes les interventions qu'il y a à faire sur un groupe de condensation, en tout cas sur une chambre froide. Et là il y a pas très longtemps j'ai dû travailler sur des groupes d'eau glacée d'hiver. Et là j'ai pu vraiment me rendre compte de l'utilité d'un manifold 4 voies. Mais ça j'en parlerai dans d'autres vidéos, dans les vidéos sur les groupes d'eau glacée. Donc quand j'ai ouvert mes 20 quarts de tour, les aiguilles n'ont pas bougé sur le mano. Donc l'étanchéité est bonne. Donc ce que je fais c'est que je purge l'azote. Voilà, pour descendre à 0 bar. Donc après une fois que les 0 bars sont atteints, je vais ouvrir le porte-filtre pour y mettre la cartouche de nettoyage. Donc c'est la CCY48N. Donc c'est une cartouche burn-out anti-acide. Là j'ai changé, j'ai mis une cartouche de nettoyage d'utilisation temporaire là. Voilà, donc j'ai recablé électriquement les 2 compresseurs, tout ça. Voilà, le collègue il remet le calorifuge. Donc là, une fois que ça sera serré, je vais relancer le tirage au vide. Et après, il va falloir donc les bulbes, là, ils sont toujours pas mis, mettre les bulbes et remplir la machine en eau. Mais avant, je vais mettre les bulbes après. Donc là, j'ai un vacuumètre qui est à 1000 millibars. Pression atmosphérique, je l'ai fermé, je le mets en marche. Donc là il y a juste à tirer au vide le flexible et on voit qu'il descend au maximum à 10, 20 à 30 millibars absolu. Bon, ça n'a pas l'air d'être top comme machine. Parce que là il faudrait descendre en dessous de 20. Bon après ça vaut pas, voilà, ça vaut pas un vacuumètre numérique à mon avis. Bon, on va laisser descendre. Là le détendeur le bulbe il est enroulé comme ça, donc il faut le faire gentiment là, comme ça là, pour pas le péter. On dirait qu'il est plus court que l'autre mais c'est bon, parce qu'il va ici là. Donc là j'ai enlevé l'ancien. Donc là il faut être sûr à 100% que c'est le bon, parce que y en a un qui va être de chaque côté là. Ça descend mais on n'est pas encore au bon niveau de vide là, on le voit là, ça descend. Donc là je vais charger en huile, là je vais mettre le flexible ici et le brancher, donc le mettre dans l'huile. Là j'ai pris le pot du bidon, et par contre il me faut une prise rapide. Donc là ça rentre, hein, j'ai rentré 500 grammes. Je chauffe un peu le bidon là, comme il fait super froid. Donc là je l'ai mis en mode chaud, et là on voit que moins 1 degré dans l'échangeur. Le soleil tape un peu, ça va se réchauffer. On voit que le gel a pété un tuyau, donc quand les cordes de chauffeur ne marchent plus, ça fait ça. Quand ça dégèle, ça pète. Donc là, on voit que le gel a éclaté le cuir et qu'il dessous il y a un cordeau chauffant. Ouais. Ici là on a un thermostat là, donc pour allumer les cordeaux chauffants. Et là on voit qu'il y a un câble qui est débranché ici là.
Aucun câble débranché, donc lui c'est les résistances. Il me semble qu'il y a dans la machine, dans la PAC là au niveau en bas de la batterie extérieure. Donc pour faire la charge, je veux forcer une des deux pompes pour que l'eau circule dans l'échangeur à plaques. Donc en mode chaud, ça sera le condenseur. Et donc je me rends compte, en voulant bloquer un tournevis dans le contacteur moteur de la pompe, je vois que la pompe fait un sale bruit et donc je constate qu'elle est bloquée. Et donc là, je vais utiliser un décapeur thermique pour dégeler l'eau qu'il y aurait au fond de la pompe et qui bloque la roue de la pompe, qui est prise dans la glace. Donc là on a les pompes qui sont prises en glace. Le problème c'est que c'est calorifugé. Je vais chauffer le bas de la pompe là. J'espère que par conductivité ça va propager la chaleur. Parce que là le problème qu'il y a là, c'est que on a les deux hélices du moteur, les deux turbines du moteur qui sont serrées. Donc on a vidangé, mais je pense qu'il y a dehors de la glace. Il y a de l'eau en bas et l'hélice trempe dans l'eau obligatoirement et ça c'est bloqué. Et comme il caille, comme ça gelé, et qu'en plus les pompes sont à l'ombre, en plus c'est calorifugé. Donc voilà, donc d'où l'importance des cordons chauffants. Voilà. Voilà le problème. Donc cette pompe là elle est encore bloquée. On entend le bruit. Et celle-là, elle l'est plus. Alors, comment la bloquer? Donc après la charge dans l'installation, donc j'avais fait avec du fluide neuf, donc c'est du R410A. Je l'ai fait avec la station de récupération, donc c'est-à-dire je branche ma station dans la bouteille du fluide neuf et j'injecte le fluide dans la machine. Donc je me raccorde sur les lignes liquides là sur le filtre déshydrateur. Donc je fais ça parce qu'il fait très très froid et donc la pression de la bouteille même neuve est extrêmement faible. Donc je rajoute quand même une ceinture chauffante pour chauffer le fluide de la bouteille de fluide neuf. Et que je sais que pour charger 30 kg de 410 avec la station, en moins d'1 heure c'est fait. Parce que pour charger une machine comme ça, lorsqu'il fait froid, c'est une misère absolue. Même avec la ceinture chauffante. En plus, le compresseur est gros. Donc lorsque l'on met en marche le compresseur, le diamètre du tuyau fait que il coupe en BPCQ. Bon voilà, c'est une grosse galère à faire. Donc avec la station de récupération, ou la station de transfert, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus rapide. Donc c'est ce que j'ai fait dans la vidéo froid 328. Donc le remplacement d'un compresseur Manoroc. Et dans la vidéo froid 329, le remplacement d'un compresseur Scroll de 140 kg. Voilà. L'hiver, quand il fait froid, quand il fait très froid. Charger une machine comme on la prend en centre de formation, ça marche pas. Ou ça met beaucoup trop de temps. Donc voilà, donc en attendant, mon collègue répare la fuite d'eau, ce qui permet de remplir. Les pompes sont dégelées, donc en même temps que je fais la charge, les pompes tournent. Et donc, une fois que la charge est terminée, je mets la pompe à chaleur en marche. Et je contrôle le bon sens de rotation des compresseurs Scroll, c'est-à-dire que je regarde si donc j'en désactive un et après je désactive l'autre. Je regarde si la compression se fait bien. Donc à noter que sur ce type de machine-là, lorsque la température donc du circuit d'eau est trop froide, elle se met automatiquement en défaut. Donc pour la faire démarrer, cette machine-là, c'est une misère. C'est-à-dire qu'il faut forcer le fonctionnement de la pompe parce que lorsque la pompe à chaleur se met en défaut, la pompe s'arrête. Donc ça, c'est une bizarrerie de fonctionnement de cette machine là. Donc l'eau va circuler dans les ventiloconvecteurs du bâtiment et c'est l'air ambiant du bâtiment qui va chauffer le circuit hydraulique de la pompe à chaleur. Et une fois qu'on dépasse une certaine température, donc je crois qu'ici c'est aux alentours de 6-7 degrés, et bien lorsqu'on demande la mise en marche de la pompe à chaleur, et bien elle ne se met plus en défaut, les compresseurs peuvent partir. Donc, bien sûr, chauffer l'eau du circuit hydraulique, ça peut prendre beaucoup de temps. Donc là sur la VP on est à -3. Sur la HP, là comme l'eau est super froide, elle est à 5-6 degrés. On est à 19 degrés. Après c'est chiant que ces machines là, c'est que elle se met en défaut haute température d'eau trop froide, donc là elle monte en température. Donc là je peux pas faire recharger le fluide, le détecteur il marche plus avec le froid là, les batteries je sais plus rien. On verra ça à lundi. Là ça monte, donc le détendeur fait du chaud.
Le détendeur chaud fonctionne. Donc là on a contrôlé le sens de rotation des compresseurs scroll en mettant la main au refoulement, donc bon ça a l'air d'être bon. Donc là on est tout sur le compresseur, on est à 32 sorties en 32 degrés en sortie, condenseur, et 29 en entrée. Alors que ce matin on était à -1, 0. Donc on monte hein. Donc là on va y aller là, ce qui est vendredi soir, là on reviendra lundi, on va le laisser tourner, on verra bien. Il y a juste un shader là qui est mort à changer là, c'est bizarre, je l'avais changé, j'ai peut-être mal mis. Et ce qu'il reste à faire c'est bien les fuites. Bon à l'azote on était bien ce matin donc il n'y a pas de raison que ça bouge. Sauf que j'étais à 25 bars je crois, quand même à 20 bars, on n'était pas monté assez haut mais bon, on pouvait pas. Voilà. Alors après 5 jours de travail, la pompe à chaleur redémarre. Le client est content parce que ça faisait un moment qu'il attendait le redémarrage de sa pompe à chaleur. Donc elle fait bien du chaud, elle atteint sa consigne. Donc 45 degrés, après il faut contrôler si elle dégivre bien, donc si l'inversion cycle se fait bien. Comme je l'ai dit, là j'ai une fuite sur le shredder à l'aspiration du compresseur gauche. Alors les shredders que j'ai enlevés, je les ai changés, j'ai mis des neufs. Donc là j'en déduis que je l'ai mal serré, parce que bien sûr les shredders quand j'ai brasé, je les ai enlevés, hein, parce que si on les enlève pas, les shredders fondent, après ils sont morts, quoi, ils sont plus étanches. Donc là je tourne avec le filtre burn-out anti-acide, là c'est pour absorber l'acidité qu'il pourrait y avoir dans le circuit frigorifique. Donc c'est un filtre qui est provisoire, qu'il faut changer après quelques jours d'utilisation par un filtre déshydrateur classique. Donc là je dis aux collègues eh bien qu'on reviendra lundi pour contrôler le shredder, donc pour le serrer ou le changer. Donc j'ai bien fermé le bouchon, je contrôle à mon détecteur de fuite qu'il n'y a pas de fuite, donc il n'y a pas de fuite, mais bon on sait qu'avec les vibrations les bouchons se desserrent, donc c'est important de changer le shredder ou de le resserrer. Et donc ça sera dans la prochaine vidéo, froid 333. Donc voilà, donc si tu veux être tenu au courant des prochaines sorties vidéo, eh bien abonne-toi à la chaîne. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Google+, les liens sont dans la description de la vidéo. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.